Bien, écoutez, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ces quelques minutes consacrées au métavers. 20 minutes qui vont passer vite, 20 minutes qui seront probablement un peu frustrantes parce que c'est court pour évoquer ce sujet qui n'a peut-être pas encore complètement révélé tous ces mystères, sur lesquels on a encore tous probablement, en tout cas pour la plupart d'entre nous, avons encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. On s'autorisera malgré tout voilà, quelques minutes de questions-réponses qui permettront, j'espère, de répondre à vos différentes questions. En tout cas, voilà, merci à tous d'être présents. En premier lieu, j'aimerais surtout et bien sûr remercier mes deux intervenants, Nicolas Reffet et Loève Saint-Ourens, que je laisse se présenter en quelques mots. Loève, j'en prie. Bonjour à tous, je suis Loève Saint-Ourens. J'ai un studio d'innovation qui accompagne les grands groupes sur le développement des nouveaux besoins, et notamment sur les technologies de rupture, et comment on va inventer des nouveaux services, des nouveaux produits, et comment on accompagne aussi la posture en fait, de l'entreprise dans ce développement. Et donc Nicolas Reffet, je suis fondateur de Block & Company. Donc Block & Company, c'est une société qui travaille depuis maintenant, alors on peut dire très longtemps parce que l'univers de la blockchain il est relativement court, mais depuis 2008 sur des sujets blockchain pour la donnée. Nous avons commencé dans le domaine de la défense pour de la traçabilité de produits sensibles, sur de l'assurance paramétrique ensuite, et aujourd'hui nous travaillons spécifiquement sur la protection et la valorisation des données personnelles, sur des approches cross-canal justement, comment on peut porter un profil usager d'un canal à l'autre, du métaverse vers le Web 2 ou vers le monde réel, tout en valorisant et en protégeant les données de l'usager, ce qui sont des problématiques au cœur du Web 3 qui sous-tend le métaverse. Alors, merci à tous les deux, encore une fois. N'hésitez pas, nos amis de la technique me font signe qu'il faut qu'on pense bien à approcher nos micros de notre bouche, parce qu'il y a beaucoup de résonance. Donc, écoutez, merci encore une fois à tous les deux. Alors, les métaverses sont présentés, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez probablement compris, en tout cas, sont présentés comme la nouvelle révolution de l'ère numérique. Alors, pour s'en convaincre, il suffit de lire les journaux spécialisés sur le sujet, et en tout cas, on peut voir assez régulièrement, effectivement, des articles traités du sujet qui permettent de valoriser finalement les différentes initiatives des marques qui investissent le ou les métavers. Donc, dans le secteur de l'assurance, l'exemple le plus remarquable est probablement à trouver du côté de François Pannekoek, qu'on peut présenter comme un pionnier sur le sujet. François Pannekoek, pour ceux qui ne le connaissent pas, est donc cet agent d'assurance affilié au réseau d'AXA, qui a ouvert en mars 2022, donc en mars de cette année, la première agence d'assurance en France dans le métavers. Donc via cette méta-agence, qui est présentée comme un moyen d'enrichir la relation client, les visiteurs vont pouvoir y trouver des bureaux, une salle de réunion, des salles d'attente avec canapé, et vont pouvoir engager la conversation avec François Pannekoek et ses équipes. Alors, je me tourne vers vous, Loève et Nicolas, et j'aurai donc cette première question, où je vous inviterai surtout à réagir par rapport à mon propos introductif, par rapport à cet exemple à trouver du côté de François Pannekoek. Est-ce que, au-delà de la réaction qui est la vôtre, est-ce que vous avez d'autres exemples en tête qui seraient remarquables, remarqués, et qui pourraient nourrir les différents assureurs et autres personnes qui sont dans cette salle et qui pourraient avoir valeur d'inspiration par rapport à l'usage qu'on peut faire dans ces environnements et dans ces métavers. Alors, tout d'abord, en fait, il faut raisonner marque. Aujourd'hui, les cas d'usage typiquement business sont à la marge, bien que, en fait, évidemment, il va y avoir un surdéveloppement de ces cas et de la valeur additionnelle. Aujourd'hui, vraiment, c'est centré sur un effet spéculatif qui est le NFT. Mais demain, en fait, ces NFT, notamment sur la certification de la blockchain dont vous parlera Nicolas, en fait, vont vraiment avoir une valeur tangible. Cela étant, on peut raisonner aussi à un niveau marque quelque part, c'est pouvoir embarquer son audience, ses consommateurs naturels. Alors là, je vais prendre des exemples dans le luxe, mais c'est bien aussi d'avoir une overview de ce qui se passe. Et typiquement, on a par exemple des postures qui peuvent être des postures de branding. Par exemple, Givenchy qui va travailler sur son fond de marque qui est le créateur Hubert de Givenchy, et sur Roblox, on va recréer l'univers d'Hubert de Givenchy et on va faire 1 million d'audience. Alors cette audience, on va voir, elle n'est pas si qualifiée que ça parce qu'elle est vraiment naturelle à la plateforme en fait, qui l'héberge, ce sont des gamers, mais demain on peut imaginer que ça soit beaucoup plus large.
Après, il y a un autre cas d'usage qui est intéressant, qui est aujourd'hui comment, parce que le métaverse est extrêmement décrié d'un point de vue de sustainability, donc comment en fait on peut finalement se positionner sur le métaverse tout en étant bienfaisant pour la réalité. Et donc, il y a cet exemple de Guerlain qui a créé une opération qui s'appelle Réaverse, où on peut acheter des NFT, donc des collectors d'abeilles qui sont des créations. Et ces abeilles qui sont achetées, l'argent est reversé pour réensauvager une prairie qui a été définie. Et donc là, l'action en fait dans le métaverse permet de créer en fait un bénéfice pour la réalité. Donc c'est juste pour vous montrer que finalement le métaverse, il y a des solutions très tangibles où on peut embarquer en fait ses clients, ses consommateurs, mais il y a aussi des postures qui sont un peu plus, je dirais, corporate, qui sont aussi intéressantes à explorer. Oui, en complément de ce que vient de dire Loève, je pense que pour une marque ou une entreprise, le métaverse doit être considéré comme un nouveau canal d'acquisition qui va vous permettre d'aller chercher aujourd'hui une clientèle à laquelle vous n'avez pas accès, qui est une clientèle assez particulière, beaucoup de gamers, beaucoup de personnes exposées au monde des cryptos, une population plutôt jeune. La difficulté, je pense, pour aborder le métaverse aujourd'hui, c'est qu'il y a un cumul de deux concepts qui se fait. Il y a le métaverse qui est un environnement très immersif, dans lequel on peut avoir des expériences enrichies qui vont être différentes, très différentes de ce que l'on a dans le Web 2, et il y a le Web 3. Et aujourd'hui, les deux vont de pair. Le Web 3, c'est le web distribué, c'est le grand soir pour les gens du monde de la crypto, c'est un environnement totalement décentralisé. Si les deux cohabitent, l'émergence du métaverse passera par des modes de fonctionnement avec lesquels vous allez avoir un petit peu de mal à vous habituer. C'est-à-dire que dans un environnement Web 3, si on est en B2C, il y a un partage attendu des bénéfices. C'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur participe à l'expérience, qu'il en retire quelque chose. Et si on est en B2B, on va être sur des concepts, et là, je peux faire référence aux expérimentations dans la blockchain, parce que ce sont les mêmes thématiques, on va être sur le concept de coopétition. Si on déploie un métaverse B2B dans une communauté, dans un écosystème, il faut accepter cette notion de coopétition. La coopétition, c'est quoi? C'est on est compétiteur, mais on se met d'accord sur certains sujets parce qu'on a intérêt à y coopérer. Et il y a eu des expérimentations dans le domaine de la blockchain et dans le domaine de l'assurance qui ont échoué, non pas pour des raisons techniques, mais parce que justement, il n'y avait pas cette notion de partage de valeur qui était bien compris entre les acteurs. Donc voilà, il faut bien comprendre cet aspect-là du métaverse, le Web 3 aujourd'hui, cette notion de bénéfice partagé, de coopétition qui est attendue des acteurs. Ça ne veut pas dire que le métaverse sera exclusivement basé sur le Web 3. Peut-être que demain, des environnements métaverses totalement déconnectés du Web 3 existeront, mais aujourd'hui, c'est la tendance forte. Et un des bénéfices de cette approche, quand on est sur une approche Web 3 pour le métaverse, c'est qu'on se connecte avec des wallets. Ce sont des éléments d'identification, mais qui permettent de porter d'un environnement métaverse à l'autre les assets de l'usager. Les assets, ce sont ces différents attributs et ces données personnelles pour ce qui nous concerne. Ce qui veut dire qu'on a un usager qui va circuler dans tous les environnements digitaux, qui va être capable d'emmener avec lui son profil digital. Et ça, c'est un vrai sujet en termes de création de valeur. Je pense que c'est le sujet central aujourd'hui, un des intérêts en plus des expériences immersives dans le métaverse. Oui, alors pour rebondir, parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont complexes dans le métaverse, ce qui fait qui crée probablement une opacité, c'est que ce qu'on entend par métaverse, on voit des gamers, c'est Ready Player One, ok, mais en fait, effectivement, ça prend racine sur une profonde révolution qui est la finance en fait décentralisée, qui est la possibilité donc d'avoir des porte-monnaies électroniques qui vont définir un usager. Et donc ça, c'est le Web 3. Et le Web 3, en fait, il est dans une logique coopérative et pas dans une logique centralisée. C'est pour ça qu'on appelle ça la finance décentralisée. Et avec ça, effectivement, ce sont des assets. Et avec ça, on peut aller évoluer dans des métaverses. Et il n'y a pas qu'un seul métaverse, il y a plusieurs métaverses. Donc des métaverses de gamers, donc qui sont des plateformes de jeux, des métaverses natifs comme un spatial.io, par exemple, qui sont des environnements un peu plus qualitatifs. Des métaverses qui appartiennent, en fait, qui sont des... Entendons-nous, métaverse, c'est une réalité, en fait, virtuelle, qui sont, par exemple, un environnement intra-entreprise.
Et en fait, tout l'enjeu d'un vrai métaverse, comme on pourrait l'appeler, ça serait que ça soit interopérable, c'est-à-dire que toutes ces plateformes se parlent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et s'il y a une ambition, en fait, en tout cas pour pouvoir évoluer dans ce monde dans plusieurs années, ça sera qu'on crée des passerelles. Tout l'enjeu sera de créer des passerelles. Mais effectivement, en fait, il faut imaginer, souvent on me dit « Ah, mais ça va vraiment exister ?» Oui, en fait, en tout cas, j'en suis intimement convaincue, et sinon on ne serait pas là, c'est que l'idée, c'est que c'est tellement profond en termes de révolution, en termes d'émancipation du web traditionnel, du web social, mais surtout détenu par les GAFAM, que effectivement ça va probablement en fait se réaliser. Et tout l'enjeu, c'est de comment on préserve cette valeur de client, et aussi d'un point de vue identitaire et sociétal. Ça, c'est un autre sujet dont on va parler par la suite. Alors, quand on se penche du côté des observateurs, des gens qui ont à commenter effectivement ce qu'est le métaverse aujourd'hui, il ne fait aucun doute que pour eux, on est face à une vraie révolution et à un succès annoncé de ce qu'est le métaverse qui va, pour eux, devenir une réalité et s'imposer dans notre quotidien. Alors, je crois comprendre à travers votre intervention, la tienne en particulier, Loève, qu'il y a une conviction qui est partagée. Comment on peut expliquer aujourd'hui que on est face à quelque chose qui peut véritablement devenir ce succès qu'on nous annonce? Oui, je peux commencer. Alors, il y a un faisceau d'éléments qui tendent à montrer que le métaverse, ça existe et qu'il y a un vrai besoin. Alors, moi, je vais aborder le sujet côté blockchain, Web3. Contrairement à ce qu'on a vu à l'émergence de la blockchain et ce que l'on voit encore, qui a été un push technologique massif sans que le besoin métier soit présent, a contrario, sur le métaverse, il y a un véritable besoin. Il y a un véritable besoin pour les annonceurs, pour les marques, de proposer des nouveaux canaux d'acquisition. Si on fait le parallèle avec vos activités dans le domaine de l'assurance, vous avez aujourd'hui des formations, vous avez des produits qui sont très complexes à expliquer, à rendre palpables sur le web ou en agence. Le métaverse va offrir la possibilité, au travers d'expériences immersives, d'expliquer ce que sont vos produits, ce que font vos produits, en mettant les utilisateurs en situation. C'est une différence énorme. L'autre point qui favorise l'émergence, c'est que nous avons tous passé ces 2 dernières années énormément de temps à cause du Covid en confinement ou dans des environnements séparés. Tout le monde aujourd'hui est habitué à des expériences dématérialisées. Tout le monde sait fonctionner en visioconférence, tout le monde fait des achats sur le net, ce qui n'était pas le cas en 2020. Donc il y a cette habitude aussi, et qui est une habitude maintenant mondiale. Ça a été un apprentissage abrupt mais nécessaire. Tout le monde, tous les usagers, tous vos clients sont habitués à des expériences dématérialisées. Et ça, c'est dire, Nicolas, en fait, c'est surtout que les nouvelles générations, c'est-à-dire qu'on appelle ça digital native, mais demain, en fait, c'est immersive native, c'est-à-dire que les enfants sont de toute façon déjà sur des écrans, hyper dans une intuition réelle en fait de l'usage. Et il y a toute la population gamer qui est présente. Et demain, on parle beaucoup de ludo-éducatif. On va aller de plus en plus dans ce versant pédagogique pour initier à de nouveaux services, à de nouvelles offres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et enfin, l'autre point, moi, le dernier point que je rajouterais, encore une fois, sur la naissance du métaverse et le fait que ça devienne une réalité, c'est une réalité aujourd'hui pour une catégorie de la population à laquelle, je pense, la plupart des personnes dans cette salle n'appartiennent pas. Donc ça fait partie de leur environnement. Ils y vont de façon très, très naturelle. La difficulté pour vous, en tant qu'assureur, ça va être d'être capable de faire le lien entre ces expériences immersives et votre cœur métier, votre cœur business, qui aujourd'hui, votre cœur business, il est dans le monde réel, il est sur le Web 2, et il faut être capable de créer les passerelles. Et la difficulté des acteurs, des entreprises qui s'engagent aujourd'hui sur des expérimentations métaverses, elles font des très belles expérimentations, il y a des très beaux espaces, beaucoup de choses se font, mais il n'y a pas de lien, pas de connexion avec leur cœur métier. Et si on reste sur ce modèle-là, les expérimentations restent lettre morte. Donc il faut, dès le début des expérimentations, réfléchir à comment on fait ce lien avec le cœur métier, comment on va récupérer ce qui s'est passé dans le métaverse
pour le concrétiser en un certain nombre d'éléments actionnables sur vos métiers. Ou inversement, par exemple, moi j'ai travaillé pour la Maïf donc, sur le sujet de l'assurance prévoyance, donc sur le sujet de la mort juste avant le Covid, donc la mort qui est absente parce qu'on ne la voit plus dans nos sociétés, enfin même si le Covid l'a remise au goût du jour, on va dire, et qui finalement, pour la plupart des clients que vous avez, est totalement abstraite quand le moment vient d'un proche qui décède. Donc en fait l'idée c'était donc de pouvoir réfléchir à ce type de sujet et d'avoir un réflexe face à un contrat prévoyance qui est souvent extrêmement complexe. Donc on imagine si on a la possibilité de créer en fait un univers donc immersif de sensibilisation et de vécu de cette situation pour mieux s'y préparer, là le rôle de l'assureur va pouvoir en fait permettre de gérer non pas le risque mais une situation avec de nouveaux éléments qui sont des éléments presque de l'ordre du vécu. Et donc, c'est moins anxiogène que se retrouver totalement dépassé par la situation d'un décès. Donc, je pense que le métaverse, il faut vraiment le voir comme de l'expérimentation, de la relation client, bien sûr, comme on en a parlé, et un nouveau canal d'acquisition client, mais aussi comme de l'expérientiel, en fait, de la gestion du risque que vous proposez, mais qui reste très abstraite pour vos clients. Écoutez, le temps a passé vite, il nous reste quelques minutes. Peut-être que je peux vous proposer de bousculer un petit peu notre déroulé pour peut-être me retourner vers la salle, voir s'il y a des questions que vous voudriez adresser à Nicolas et Loève. Bonjour, merci pour votre exposé. Bon, il y a une entreprise là, donc des GAFAM, qui a beaucoup mis au goût du jour, qui a fait beaucoup parler de métaverse, c'est Facebook, qui a annoncé donc qu'ils vont investir des milliards dans le métaverse. Vous avez parlé aussi que le métaverse peut nous aider à nous affranchir des GAFAM. Est-ce que, selon aussi la loi de Winners Take It All, est-ce que le métaverse ne sera pas encore l'affaire de ces grands, de Google, Facebook, etc. Voilà. Bon, je donne mon point de vue très court. Enfin, nul ne le sait. Meta est Meta. Tout l'enjeu, c'est ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire le premier en fait qui va rassembler le maximum de trafic. Effectivement, il se positionne sur ce sujet-là. Moi, je crois profondément en l'indépendance, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'enjeu, c'est pas forcément en fait la centralisation, en tout cas pour survivre. C'est vraiment de pouvoir créer des ponts. L'entreprise qui va créer les ponts dans les différents univers métaverses va vraiment, en fait, à mon sens, rassembler un maximum de population, parce que c'est notre liberté. Mais ça, c'est personnel. Mais cela étant, Meta démocratise non seulement en fait des solutions, on va dire, immersives, mais aussi des modèles économiques intéressants. Et pour compléter la réponse de Loève, moi je vous ai présenté une approche du métaverse qui était une approche user-centrique. Meta, c'est typiquement l'opposé. Meta est en train de constituer avec le métaverse un canal d'acquisition de données sur les usages de ses clients. Ce qui change aujourd'hui, il y a un contexte réglementaire qui est très favorable à la première approche, c'est la GDPR, l'émergence des réglementations sur la protection de la donnée personnelle. Aujourd'hui, que ce soit Google en supprimant le cookie tiers, Apple en restreignant l'accès des publicitaires aux données des usagers sur ses téléphones, ou Facebook avec le métaverse, ces trois acteurs se mettent dans des positions de trust dans le domaine du marketing digital, de la publicité ciblée. Ils ont déjà plusieurs poursuites en cours, des poursuites antitrust sur ce positionnement qui vont donc revoir. La voie à suivre, et je pense que vous êtes tous sensibilisés à ces sujets, le sujet de la protection de la donnée personnelle, le Web3, le métaverse, doit être un environnement dans lequel la donnée circule avec l'usager, les assets circulent avec l'usager, et c'est lui qui décide de les exposer ou pas. Et je rebondis et qu'en fait, on ne soit pas dépendant de notre insu, parce qu'aujourd'hui, avec le neuromarketing, on peut identifier en fait les traits du visage et la réceptivité à un message publicitaire, et donc pouvoir le pousser au moment où l'interlocuteur est le plus réceptif. Donc on imagine demain, en fait, c'est les discussions qui sont en cours, que l'avatar
puisse mimer réellement en fait les mimiques faciales. Et donc ça veut dire qu'à notre insu, on pourrait être en fait sursollicité. Donc typiquement, évidemment, il y a une question d'éthique fondamentale. Aujourd'hui, en fait, l'Europe s'est positionnée en fait sur le sujet. Donc donc on espère que, comme ils ont raté un peu le tournant des data, en fait, la protection des data, on espère que sur ce sujet-là, ils vont pouvoir être quand même unis et faire front. On a une dernière question, oui. Oui, s'il vous plaît, bonjour. Le sujet est toujours très abstrait pour la plupart d'entre nous, je pense ici. Est-ce que vous pouvez le concrétiser un peu plus en nous parlant un peu plus précisément d'expérience Maïf sur la prévoyance? Qu'est-ce que ça donne exactement le métavers en prévoyance à la Maïf? Là, je vous ai parlé d'un cas qui était un cas de développement produits et services innovants, par exemple, mais qui était une réflexion qu'on a mis ensemble en œuvre avec de la prospective, c'est-à-dire imaginer ce que pourrait être la mort en 2030, pardon. Donc, quels produits, quels services on mettrait en œuvre? Aujourd'hui, on n'a pas développé de métaverse, et d'ailleurs, je ne me permettrai pas de le dévoiler ici non plus, mais en l'occurrence, on ne l'a pas fait. Et si on le faisait, je vous donnais juste un cas concret pour imaginer, en fait, ce qu'on voit et ce que l'on sait, c'est que les gens sont très démunis au moment où un proche décède. Donc, ils sont désemparés et donc, il faut qu'ils fassent face à cette situation assez rapidement. Donc, s'il y avait eu une possibilité de vivre cela dans un simulateur, parce que ça sert on ne l'a pas précisé, mais la réalité, en fait, métaverse, c'est un simulateur, ça permettrait de mieux s'y préparer. Voilà, c'est juste ça. Il faut imaginer, c'est un cas d'usage très concret. Hop, on met un casque, hop, on voit, en fait, on crée un univers de mise en situation et on en ressort. On a passé 10 minutes dans le casque et on en ressort et on sait à peu près comment on pourrait se préparer. Ok, voilà, merci. Juste Okay. Alors, n'hésitez pas à prolonger la discussion avec Loève et Nicolas tout à l'heure. Ils restent avec nous, donc si vous voulez plus d'éclairage et d'autres exemples. On est obligé de conclure et de finir. Peut-être, voilà, je me permets très rapidement en quelques mots. Est-ce que vous avez des éléments d'actualité, Nicolas et Loève, que vous voulez partager avec nous? J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Oui, alors évidemment, comme c'est un sujet qui est assez complexe, ce qu'on propose donc avec Nicolas, c'est une formation sur le métaverse avec différents volets sociétaux, éthiques, évidemment blockchain, DeFi, qui sont vraiment des opportunités business. Et puis, alors pour ma part, en fait, je suis sur ces sujets-là et je suis aussi sur des sujets de réflexion sur réinventer la relation client, parce qu'évidemment, avec les technologies, avec les IoT, avec le métaverse, on peut redonner plus de sens et plus en fait de mémorabilité et plus d'affect. Parce que moi, j'ai un laboratoire sur l'art de vivre technologique. C'est comment on réinjecte de la valeur au-delà de l'UX, en fait, qui soit de la sensibilité de l'émotion, qui sont déclencheurs, en fait, de l'achat ou de la souscription. Voilà. Merci Loève. Nicolas? Et pour compléter, donc, il y a effectivement cette prestation de formation et d'accompagnement stratégique que nous proposons avec l'OEV sur les aspects blockchain, métaverse. Vous l'avez vu, ce sont des sujets qui sont à la fois technologiques mais aussi sociétaux, qui vont toucher au modèle de fonctionnement des entreprises. Donc il y a un besoin d'accompagnement que l'on fournit. Et côté Block et compagnie, on est en plein lancement de notre offre de marketing digital à base de solutions blockchain. Encore une fois, pour garantir, le modèle est inversé de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un modèle dans lequel l'usager va collecter ses données personnelles de navigation, toutes ses interactions digitales dans tous les environnements. C'est une approche cross-canal. Et ensuite, accepter d'exposer ces données pour des analyses, pour le compte de tiers, pour du profilage, pour de la mesure d'audience, mais sans que ces données soient exposées outre mesure. Donc c'est une approche qui va à l'encontre des principes actuels du marketing digital, mais qui est très en ligne avec ce qui est attendu dans le domaine du Web3, du métaverse et du marketing digital, parce qu'il faut inventer des nouveaux outils. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous, merci de votre écoute, merci pour vos questions, merci Nicolas, merci Loève.